Merci pour cette introduction, Philippe. Merci pour l'invitation, ainsi qu'à Marc. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous montrer un petit peu ROS. Alors, la première partie, c'est de vous convaincre avec différents niveaux de présentation, peut-être d'utiliser ROS, avec une vision un petit peu de personnes qui ne l'utilisent pas et qui se demanderaient pourquoi je voudrais l'utiliser, puis après des choses un petit peu plus techniques ponctuellement. Et enfin, dans la deuxième partie, je vais vous présenter l'utilisation de ROS faite dans mon groupe. Donc on est une trentaine de personnes et on est 8 permanents, et le reste en fait des personnes qui sont avec nous sont des gens qu'on arrive à embaucher grâce à nos projets. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on est un petit peu une PME, la R&D, puisqu'effectivement on a des projets et on a des... à la fin, comme on est un groupe de robotique, vous voyez le gros robot humanoïde là qu'on a ici, pratiquement tous nos codes tournent sur ce robot-là qui est extrêmement complexe, dans lequel on fait beaucoup de choses, notamment à peu près tout ce que vous retrouvez dans un schéma classique, je dirais, d'une application robotique un petit peu compliquée, du traitement du signal et du contrôle à très haute fréquence. Donc là, notre robot, là, on le programme à 2 kHz et on envoie des courants. D'accord ? Donc ce qui veut dire que toutes les 500 microsecondes, il faut qu'on calcule les courants envoyés à chacun des moteurs. Et ça passe donc par une représentation de l'environnement, de la planification de tâches, de la planification de mouvements et du contrôle. Et donc tout ça, on sait que c'est des design patterns qui sont relativement différents les uns des autres, et disons qui sont très coûteux à maintenir, notamment au niveau logiciel. Donc l'idée avec ROS, c'est de faire quoi ? Eh bien, d'essayer de diluer le coût de maintenance et de développement de ce type de système. Et donc du coup, dans ROS, vous avez des fondations qui ont existé, qui présentent des solutions, alors qui ne vont pas traiter tous les problèmes, mais qui sont maintenant relativement bien établies dans le domaine. Donc vous avez par exemple ici pour la Stack 9.2 qui est très utilisée. Par exemple, vous avez des sociétés comme Rapiuta Robotics qui fait de la logistique dans certaines entreprises, qui utilisent la Stack 9.2. Vous avez Guillaume Doisy qui était avant dans One Year Robotics et qui est maintenant dans Dexory, qui fait de la logistique aussi, qui était un des premiers contributeurs dans la Stack 9.2, et maintenant la Stack 9.2 a sa propre fonction qui s'appelle Open Navigation, auquel vous pouvez participer si vous êtes un industriel. Pour la planification de mouvement, donc vous avez Moveit, et un consortium auquel je fais partie moi, qui est ROS de contrôle, parce que c'est l'étape où mon groupe intervient le plus. J'étais assez mécontent d'une des API qui m'avait coûté 6 mois de développement, et je leur ai dit, surtout, il ne faut pas refaire cette limitation, et gratuitement, vous pouvez participer aux working groups qui sont ouverts à tout le monde. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Et la seule chose que vous allez fournir, c'est votre temps de développement, de partage, et pour essayer de développer des solutions communes. Alors, qu'on soit clair, c'est open source, mais l'open source n'est pas gratuit. D'accord ? Il faut monter en compétences pour pouvoir l'intégrer. Il faut conserver des gens qui sont capables de maîtriser ces processus-là. C'est un investissement, mais au moins, vous pouvez conserver la maîtrise des choses que vous développez au niveau de votre entreprise. Et c'est par exemple ce qu'a fait Guillaume et ce que font Picnic Robotics. Picnic Robotics, c'est par exemple... vous avez peut-être entendu parler de ClearPass Robotics, donc qui étaient des principaux développeurs de Moveit et de Nav2. Et ClearPass Robotics vient d'être racheté par Rockwell Automation pour, il me semble, plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà, alors qu'ils avaient été basés sur un concept qui était de l'open source. Donc encore une fois, faire de l'open source, c'est pas forcément de ne pas avoir de business plan. Alors du coup, dans ROS, il y a une partie que je vais traiter un petit peu plus précisément, qui est le fait que la plupart des systèmes, encore une fois, sur des applications un petit peu compliquées comme un système autonome qui va se déplacer. Donc on voit par exemple nos collègues de l'IRT Jules Verne qui ont récemment fait un robot qui dépose des composites en carbone sur des ailes d'avion. D'accord ? Et donc, il fait des contrôleurs corps complets avec un système qui navigue. Et donc, du coup, vous avez une consommation assez importante de PC, ou par exemple, vous avez une interface submachine, comme on l'a vu précédemment, un petit peu avancée. Et donc là, vous avez le problème du bus logiciel qu'on n'a pas du tout envie de traiter, qu'on a envie de laisser aux informaticiens pour pouvoir le faire, et de façon à avoir une application qui soit distribuée et gérer ce système-là par un autre, à laisser ça à des informaticiens. Donc la façon dont c'est fait dans le cadre de ROS, c'est fait au niveau de la plomberie, voilà. Donc, et plus précisément dans ROS 2, c'est fait en se basant sur un standard de l'OMG qui s'appelle DDS, qui a été déployé
sur des barrages, sur des vaisseaux de guerre, dans des applications industrielles, d'accord, et qui vous permet de connecter vos mécanismes ensemble. Vous allez pouvoir utiliser des outils, donc on a par exemple Plot Juggler, il y a même des sociétés qui commencent à se mettre en place. Une société qui commence à remonter, c'est Foxglove, qui vous fournit un mécanisme de visualisation de données utilisées par exemple dans l'automobile, où vous allez avoir des scans laser, des traces GPS, des données d'un véhicule que vous pouvez voir dans un cloud à travers votre navigateur. Donc ça, c'est plutôt sympa, et ils ont développé le nouveau standard de données des ROS-BAG sur ROS 2, qui est extrêmement efficace et beaucoup plus léger. Un autre intérêt d'aller dans ROS, c'est que vous allez donc bénéficier des capacités fournies par des entreprises, des groupes de recherche comme le nôtre, et d'un écosystème qui vous permet de vous dire, si jamais par exemple vous avez un problème technique. Je vais prendre un cas d'Airbus, par exemple Airbus nous ont contactés, d'accord, et Airbus, leur business plan, c'est pas la robotique, mais ils ont besoin de la robotique pour pouvoir faire leurs avions, et donc pour diluer le coût, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir développer avec d'autres entreprises des solutions techniques, notamment en robotique, et c'est ce qu'ont fait ClearPass Robotique et certaines entreprises, et donc du coup vous voyez un écosystème qui se développe. Dans ROS, vous avez la robotique agricole, il y a un sous-projet, il y a la NASA qui vient de démarrer un ROS Space, donc on voit pas mal d'acteurs qui se développent dessus, et vous avez aussi des acteurs comme par exemple AMD, qui a développé un DFPGA dédié à ROS 2 pour pouvoir les intégrer directement et les mettre dans vos cellules de système. Donc du coup, on assiste à des interrogations assez intéressantes. Il y a Ouster, par exemple, qui est en train d'essayer de placer son driver dans le cadre de ROS. Et donc c'est très positif de notre point de vue. Donc sur ROS 2, le gros changement de paradigme, c'est d'être capable de supporter des systèmes multi-robots, notamment des drones. Voilà. Donc sur ROS 1, le mécanisme du middleware, vous aviez un annuaire de service qui était forcément localisé sur un robot, ce qui fait que quand vous aviez des robots qui voulaient pouvoir discuter ensemble, c'était assez compliqué. Là, sur ROS 2 en DDS, vous avez un système de découverte, un petit peu comme du routage sur du IP, où chacun des nœuds a une table de routage, qui fait qu'on peut se découvrir automatiquement. Voilà. Si besoin, vous pouvez revenir sur le mécanisme du centralisé, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez aller aussi sur les microcontrôleurs, un support sur le contrôle temps réel. Alors, je vais être rapide puisque je vais essayer de ne pas être trop long. Là, sur ROS 2, sur le middleware, si vous avez des contraintes fortes de l'ordre du kilohertz, le middleware n'est pas une bonne solution. Utilisez ROS 2 contrôle directement, éventuellement du micro-ROS qui est fait par Proxima FTPS qui est capable de soutenir des implémentations sur microcontrôleurs. Donc c'est possible d'utiliser ROS pour le faire, mais à travers le middleware, le kilohertz, vous n'aurez pas des deadlines stricts qui seront conservés. Le support multi-OS, l'année dernière, vous m'auriez posé la même question sur ROS 2, je vous ai dit, c'est un leurre, ça n'existe pas, c'est pas possible, ça marche pas, d'accord? Si vous êtes vraiment sur une application industrielle, là, allez sur directement du Linux, vous allez perdre du temps à passer sur les autres. Sur des applications, on commence à voir Conda qui est pas mal supporté à la fois sur Windows et sur macOS, et sur Windows, il faut passer par la WSL, sinon, encore une fois, vous allez perdre du temps au niveau technique. Donc, la bonne nouvelle maintenant, c'est que le middleware, il est supporté par 3 middleware principaux avec des supports de niveau tiers 1. Vous avez eProxima qui est open source avec une société espagnole qui le fait. Il y a plein de gags qui font qu'en AV2, c'est pas cette implémentation-là qui est recommandée, mais plutôt Eclipse Cyclone DDS qui est fait par la fondation Eclipse. Et vous avez aussi une version industrielle qui est RTI Connex tier 1 avec un support commercial si vous avez besoin, et qui, elle, n'est pas open source. Pour des applications très spécifiques, vous êtes sur la même machine, vous savez que vous allez faire l'interprocessus, vous voulez du zéro copie. Il y a Bosch qui a fait Isorix, que je vous conseille. Ils font des transferts multiprocessus en zéro copie. C'est la bonne solution. Par contre, si vous voulez faire du distribué, encore une fois, je vous conseille d'aller sur du Cyclone DDS.
On a vu pas mal de supports sur du multilangage. ROS 2, ils ont vraiment fait un effort d'architectural qui fait que si vous avez besoin d'un langage particulier, c'est nettement plus faisable et possible de le faire. Et si vous avez des paquets ROS 1 qui existent, donc un passif à faire, il y a un bridge qui a été utilisé qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, je l'avais déjà dit, donc je passe. Vous avez ici une petite idée de l'architecture conceptuelle. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que du point de vue du code utilisateur et ROS, donc si vous êtes sur la partie haute, sur des composants métiers que vous avez l'habitude de faire, il n'y a aucun changement au niveau des messages et au niveau du middleware, d'accord. Le passage au niveau du middleware sera transparent pour vous, d'accord, et vous pourrez passer d'une implémentation à une autre. Il y a une relative interaction entre les différents composants qui fait que c'est possible de passer de l'un à l'autre. Mais il y a un coût de passer de ROS 1 à ROS 2, et il est de deux ordres. C'est les ROS Launch qui sont passés de format XML à format Python. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ROS 1, vous pouviez déjà faire des ROS Launch en Python. C'était caché. Et qu'en ROS 2, vous pouvez aussi faire du XML, mais il y a des légers changements dans la syntaxe qui fait que ça prend un petit peu de temps, mais c'est possible. Donc là, c'est des applications, je vais rapidement vous montrer ce qu'on faisait. Donc on a voilà, ça c'est le type de contrôleur qu'on faisait. Des contrôleurs assez compliqués. Ici, là, typiquement, à 1 kHz, avec une deuxième couche pour nos contrôleurs directement au courant qui était de l'ordre de 2 kHz. Ici, une boucle à 100 kHz. Et ici, la planification de mouvement, où on génère nos machines d'état fini avec là des fréquences qui sont de l'ordre de plutôt, enfin, des temps entre deux planifications qui sont de l'ordre de 10 à 12 minutes. Donc ici, voilà, ça, c'est des choses qu'on a réussi à faire sur notre robot, donc à 2 kHz. Ici, on donne des ordres de très haut niveau. Position de, comment ça s'appelle, du centre de masse, position des pieds. Vous allez voir, le robot, il va légèrement glisser, ce qui fait qu'il ne va pas arriver exactement à l'endroit où il devait, c'est-à-dire les deux pieds à plat sur la plateforme. Mais c'est pas grave, parce que comme il est contrôlé en couple et qu'on a des ordres de niveau, il s'adapte automatiquement. Voilà. Et ce robot-là, vous pouvez interagir avec, vous pouvez le pousser parce qu'il est contrôlé en torque, ce qui le rend plus safe. Et ça, c'est possible. Je veux dire, ouais, il n'y a aucune différence entre les jambes de ce robot-là si vous pouvez passer avec un robot industriel classique, sauf qu'il est contrôlé en couple. Et ça, c'est le niveau d'accès qu'on aimerait bien avoir sur certains robots industriels et qu'on n'a pas. Donc, ce qu'on a fait avec notre collaboration avec PAL Robotics, qui nous a donné la possibilité d'accéder à ce bas niveau-là, c'est qu'on a multiplié par 4 les vitesses de marche avec PAL Robotics parce qu'on a modélisé une flexibilité non voulue sur le système, et on est capable maintenant de la compenser sur le système, et maintenant ça va être intégré dans leurs produits. Et la raison pour laquelle on a réussi à faire ça, c'est qu'on fait que de l'open source. Il n'y a pas de problème de propriété intellectuelle. Si vous réutilisez nos codes, c'est du BSDV2. La seule chose que vous nous devez pour réutiliser ces codes-là, c'est de mettre notre nom. Voilà, la vraie richesse, elle n'est pas là. Hein. La vraie richesse, c'est les gens qui sont capables d'utiliser les codes qu'on fait, parce qu'ils sont assez compliqués à utiliser et pas simples. Voilà, donc, grosso modo, comment on fonctionne? Le principe de base, il est assez simple. On a des fonctions qui nous permettent de dire, je veux que mon robot, il ait sa tête à un endroit particulier. Pareil pour les mains, les end effecteurs, les pieds, le centre de masse, d'accord? Et en fait, toutes ces contraintes-là, elles vont dépendre de quoi? De la position de chacun des moteurs. On met toutes ces contraintes-là ensemble, d'accord? Et ça vous donne votre contrôleur. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a développé toute l'architecture logicielle, d'accord, pour pouvoir résoudre le problème d'optimisation associé en temps réel. Et regardez, appliquer ça à une cellule industrielle, exactement les mêmes équations. Et vous pouvez même, alors le centre de masse ici, hein, vous allez le payer parce que la plupart du temps, si votre robot est sur des rails, il va falloir dimensionner les rails pour s'assurer que quand le robot applique des couples, votre robot ne bascule pas. C'est exactement les mêmes équations que vous avez sur un robot humanoïde qui gère l'équilibre. Donc, ce que fait classiquement, ça c'est une application de sanding sur une structure de pot avion. Et ce qu'avait fait donc la personne qui avait c'était le Southwest Robotics Institute qui avait développé donc à la main toute la machine d'état fini, d'accord, pour réussir à appliquer cette structure-là de sanding sur le robot. Nous, notre approche en fait, c'est que c'est géré automatiquement par notre planificateur.
Donc on lui dit, voilà, là, le robot, ici, il a une mission, c'est de retourner la boîte qui est en face de lui. Et pour faire ça, en fait, ce qu'on lui dit, c'est, ben voilà, tu as un modèle. Quand tu vas manipuler un objet, tu vas utiliser tes grippers. Si tu veux utiliser cet objet-là, tu as 4 affordances, 4 façons de le manipuler. Et ce qu'on va faire, c'est venir explorer le fameux système d'optimisation dont je vous ai parlé. Et on génère automatiquement la machine d'état fini qui est ici. D'accord? Donc, ce quelque chose qu'habituellement un intégrateur va mettre, merci Aurélien pour la présentation précédente, à mettre 6 mois à mettre en place, nous on le génère en 2 minutes à l'intérieur du robot sur le système. Alors c'est pas optimal, mais on y arrive. Voilà. Donc, on l'a appliqué aussi à un robot Tiago. Donc tout ça n'est absolument pas spécifique à un robot humanoïde. Et on a réussi à l'implémenter. Voilà, je vais passer à la suite, parce que je suis déjà un peu en retard. Pardon. À l'application sur un UR10. Et le passage du robot humanoïde au Tiago qui est dans le fond à l'UR10, 1 semaine. Pourquoi? Parce que l'UR10 fournit un driver ROS Control, d'accord? Ce qui m'a permis d'envoyer nos ordres à ce robot-là à 150 Hz. C'est pareil pour les pandas. Vous avez ROS Industriel qui fournit des drivers ROS sur ABB et sur des robots Stobli. Donc de notre point de vue, alors ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des changements ou des modifications de certains gains, mais du point de vue du portage, on a utilisé exactement les mêmes binaires. Voilà, c'était uniquement des problèmes de configuration, un petit peu à la ROS classique. Et donc du coup, on a réussi de passer à ces différentes structures et de réussir à l'usine ici à Nantes un POC en TRL3 chez Airbus. Il y a eu des évaluations, donc je vous ai mis ici 2 références. Voilà, donc si vous comparez ROS 2, donc c'était fin 2018 et 2019 avec Fast Proxima, à ce moment-là, c'était pas favorable comparé à PLC et OPC UA. Ils se sont améliorés et l'intérêt, normalement, de mon point de vue, c'est que la structuration de ROS 2 telle qu'elle est à l'heure actuelle ne vous empêcherait absolument pas de venir vous interfacer avec ce type de protocole-là pour pouvoir discuter avec des robots industriels. Le seul problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que le mécanisme, à un certain moment, vous remontez sur le mécanisme de synchronisation des topics du système qui fait que là, vous pouvez avoir un goulot d'étranglement. C'est possible, il faut juste faire attention et vous assurer que la partie non temps réel, elle est bien gérée. Donc pour tout ce qui est jumeaux numériques ou des ordres de décision assez haut niveau, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir du temps réel, ça n'a absolument pas forcément d'intérêt. Alors, donc, la conclusion, c'est le nouveau middleware de ROS 2, il est basé sur DDS avec des supports commerciaux. Donc là, pour les gens qui font de l'industriel, n'ayez pas peur. Pour ceux qui trouvent que c'est trop compliqué, en septembre 2003, il a été décidé de passer sur un nouveau protocole qui fait que normalement vous allez avoir la même simplicité d'utilisation qui est Zeno. Donc non, ça va être multiplateforme. Là, avec Conda, je vous conseille RoboStack. C'est pareil, open source. Ça marche plutôt pas mal. Ça tourne sur mon Mac, en binaire et en natif. Même sur les nouvelles architectures Apple de Silicon, donc les M1 et les M2. Il y a une meilleure gestion de la qualité de service. C'est pas fou, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié d'un point de vue purement logiciel, c'est une séparation du système bien séparée entre 2 choses, c'est-à-dire les règles de construction des paquets qui sont maintenant plus des règles CMake dans CMake List, mais Ament, et un système de gestion de super build qui est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez trouver avec d'autres outils et qui s'appelle Colcon, qui ne dépend pas de ROS, donc vous pouvez l'utiliser juste, c'est un Python pip install et rien d'autre, et je l'utilise sur tous mes projets, même ceux qui ne sont pas ROS. Vous pouvez développer votre propre librairie client, et pour les aficionados du multithread, il y a une meilleure gestion des composabilités des nodes sans nodelet, où de base, la classe que vous faites, c'est un classe de nœuds, et vous pouvez les faire assez facilement en gestion multiprocessus. Par contre, voilà, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il y a une
augmentation de la complexité de la programmation liée à certains détails, mais par contre vous y gagnez en flexibilité et en use case adressé. Et je vais m'arrêter là.